Alors, ce que je voulais vous présenter brièvement, on a vu des actions qui ont été réalisées, initiées à différents niveaux, auprès des individus comme tels, d'une manière un peu plus auprès des entreprises. Je vais essayer de vous montrer, dans le fond, qu'il y a des actions également qui sont possibles de prendre pour favoriser, en tout cas, au moins une réflexion, une amorce de réflexion sur l'employabilité des doctorants sur le plan plus institutionnel. Alors, pour certains, c'est un rappel. Je vais vous montrer un peu le QFER, le Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche, qui s'apparente à différentes initiatives, dont notamment celle de Polytechnique. Puis je vais aussi montrer rapidement comment une évaluation de programme, entre autres celle qui est en train de se réaliser présentement, c'est une occasion également de favoriser la sensibilisation à l'employabilité des doctorants. Alors rapidement, le QFER qui offre des activités de formation complémentaires aux doctorants de l'Université de Sherbrooke en sus des programmes de formation. Ces programmes, cette entité-là est née en 2009, mais s'est inspiré fortement des travaux puis de ce qui avait été initié sur le microprogramme de troisième cycle d'enrichissement des compétences en recherche du professeur Jean-Nicolas, puis je pense qu'il était assez directement en lien avec ce qui se fait avec Polytechnique, okay? Dont les premières activités ont eu lieu en 2004. Je l'amène ici notamment parce que même si ça date de 2009, il y a des nouvelles ententes. Au départ, c'était vraiment avec génie, peut-être sciences. Il y avait 3 facultés d'impliquer, médecine aussi, dans ça. Maintenant, ils essaient d'élargir les collaborations avec l'ensemble des facultés. J'ai mis là un exemple des activités qui sont offertes dans le microprogramme de troisième cycle d'enrichissement des compétences en recherche, il faut bien le dire. Même s'il y a des finalités qui sont plus de l'ordre de mieux se préparer sur le plan professionnel, puis mieux se préparer à œuvrer aussi dans d'autres milieux que les milieux académiques. Alors, il y a des compétences scientifiques, des compétences personnelles, des compétences professionnelles qu'on souhaite développer par un microprogramme comme celui-là. Rédiger, publier un article scientifique, financer stratégiquement sa recherche. Dans les compétences personnelles, intégrer l'éthique, prendre en main sa carrière en recherche, puis finalement des compétences professionnelles, communiquer avec les experts médias, entrepreneuriat, gérer de la recherche, etc. Enseigner aussi au niveau des études supérieures. Okay? Alors voilà différentes activités qui sont offertes sous forme de cours essentiellement. On met de l'avant, puis sans relire tout ça, on met de l'avant le fait que, comme le marché de l'emploi est en transformation, ça exige des compétences qui sont nouvelles, même pour les chercheurs. Et, entre autres, fondées sur des enquêtes qui sont menées, on a identifié le fait qu'il y avait un certain nombre de compétences. Alors, les activités qu'on retrouve ici sont beaucoup issus de sondages qui ont été menés essentiellement auprès de doctorants et de diplômés. Voilà, juste pour donner un exemple d'enquête qui a été faite, entre autres, récemment sur les doctorants en éducation. Ils l'ont fait d'une façon plus large, mais j'ai fait sortir des données plus en lien avec l'éducation. Alors, travailler en équipe, puis collaborer, puis aussi connaître les organisations non universitaires. Puis vous voyez, ils sont allés en fonction de l'intérêt des personnes pour des formations comme celle-là, pour éventuellement les offrir. Alors, c'est une façon correcte, intéressante, de cibler des formations qui peuvent, comme j'ai élargir fort possiblement le potentiel des doctorants, des doctorantes. Alors, dans quel milieu envisagez-vous de faire des carrières après vos études? En milieu universitaire, vous voyez que ça contraste un peu parfois, dépendamment qu'on le fait par une évaluation de programme que je vais montrer tantôt, qu'on le fasse par un organisme comme le QFER ou qu'on le fasse par enquête. Autrement, on arrive parfois à des résultats un peu différents. Carrière en milieu académique, universitaire, alors 33 sur l'ensemble, sur les 80 qui sont intéressés par ça. Carrière en milieu universitaire, et ça, on en retrouve de plus en plus en milieu universitaire, mais non professoral, là, alors des professionnels de recherche, chargés de cours, etc. Voilà, alors ce sont des données, comme je dis, qui ont permis d'orienter
les formations offertes par le QFAR. Alors, c'est intéressant, c'est pertinent. En même temps, j'ai peut-être plus personnellement certaines réserves à une offre de formation comme celle-là. J'y vais rapidement. Alors, on fait de l'approfondissement de compétences qui sont vraiment en recherche. On essaie de faire un petit peu à côté, mais en même temps, l'essentiel, c'est, comme je dis, de redévelopper je dirais pas du pareil au même, là, mais il y a quand même un empiètement sur les finalités des programmes existants. Si je regarde juste le programme de doctorat en éducation, apprendre à rédiger des articles, à gérer des projets de recherche, ce sont des finalités déjà existantes dans les programmes de doctorat. Puis j'ai l'impression qu'on duplique d'une certaine façon des choses qui se font déjà ou qui devraient se faire et qui sont possiblement pas suffisamment bien faites dans nos programmes. Plusieurs activités et programmes sont plus génériques avec des contenus à déterminer. Je ne vous les ai pas montrés ici, là, mais il y a un ensemble de programmes liés à presque chacune des facultés qui sont d'une certaine façon des coquilles vides dans lesquelles on met à peu près ce qu'on veut. Fait que ça aussi, ça ne m'apparaît pas quelque chose de très nécessairement aidant pour développer l'employabilité du doctorant. Vous allez voir, c'est peut-être passé l'après-midi, mon esprit critique est bien développé. Il n'y a pas beaucoup d'expertise institutionnelle sur l'employabilité hors université. Okay? Alors, comme je le disais ce matin, là, brièvement, le QFAR, notamment, est dirigé par un prof. Les activités sont offertes par des profs. Et c'est des gens qui n'ont pas nécessairement cette expertise-là hors université, qui refont là aussi, comme d'une certaine façon, comme je disais tantôt, du pareil au même. Okay? Alors, il y a la nécessité, selon moi, d'avoir vraiment une expertise qui est dédiée à ça dans l'université si on souhaite le faire de façon rigoureuse et sérieuse. L'offre de cours fondée sur des sondages auprès des étudiants, c'est tout à fait correct. C'est une source d'information, mais en même temps, les étudiants, comme je vous montrais ce matin, ne sont pas toujours à même d'identifier c'est quoi les compétences nécessaires, c'est quoi les besoins. Fait que je pense qu'il y a besoin d'autres ressources pour qu'on puisse bien identifier les formations qui devraient être offertes. Comment sonder les perceptions des entreprises, les besoins des entreprises. On ne le voit pas vraiment dans ça. Alors, je pense que ce serait une source importante. Difficulté d'arrimage entre le QFAR et étudiant-directeur, ça aussi. Autant il y a des recoupements avec nos programmes, autant il y a des recoupements aussi et des prises de bec parfois avec les directeurs de recherche. Souvent, c'est l'étudiant qui voit ça, le QFAR, puis qui décide de s'embarquer dans ça. Mais finalement, le directeur n'est pas nécessairement d'accord avec la façon de faire du QFAR. Alors, ça crée certaines tensions. Puis contribue modestement à moduler la culture universitaire dominante de recherche. C'est pas par une instance comme celle-là qu'on change vraiment la façon de penser l'université. Par chance, il y a de l'évaluation de programme, qui est une autre façon de faire. Je l'amène parce que je travaille sur ça depuis un certain temps, mais c'est là aussi une forme d'initiative, de sensibilisation à toute la question de l'employabilité, mais qui est loin d'être parfaite également. Alors, c'est une initiative, l'évaluation de programme, qui est faite dans le cadre de l'évaluation périodique des programmes. Alors, tous nos programmes universitaires sont évalués aux 7 ou 10 ans, je ne me rappelle jamais, je pense qu'on est rendu aux 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça. C'est un processus d'évaluation qui était long, lourd, qui dans bien des cas changeait pas grand-chose dans la forme qu'elle avait, dans le processus d'évaluation. Heureusement, il y a un processus qui est simplifié, qui a été mis en place, qui laisse plus de place à l'initiative, parce que c'est un groupe restreint à ce moment-là qui fait des choix méthodologiques, des choix d'orientation aussi de l'évaluation, sans nécessairement chercher le consensus là, de l'ensemble des acteurs.
qui étaient souvent là aussi les profs. Ce qui fait que souvent les évaluations de programme, c'est un processus long, mais qui menait au même programme qu'on avait à peu près auparavant. Okay? Et cette fois-ci, on a décidé d'intégrer la question de l'employabilité et de l'employabilité aussi hors université également dans cette évaluation de programme-là. Je fais juste pour vous montrer que c'est un processus, puis éventuellement, je ne sais pas si les présentations, on les mettra peut-être disponibles, mais on explique dans ça le processus. Et il y a un comité, je dirais, de pilotage dont fait partie le responsable de programme, une professionnelle de la faculté, une professionnelle qui est prêtée par le service d'évaluation périodique des programmes, qui a une expertise dans l'évaluation des programmes de type académique comme ceux-là. Puis au besoin, il y a un vice-doyen qui est rattaché à ce comité-là. Ce qui fait que ça évite ce qu'on avait auparavant d'avoir une vingtaine de profs sur un comité, puis que vraiment chaque virgule, chaque point devait être discuté. Alors, ça permet d'être un peu plus efficace dans notre façon de faire, puis aussi de faire des choix, parce que les choix qui ont été faits dans ce programme-là ont été teintés là, d'un peu ma perspective, de ma façon de voir le doctorat. Juste rassurer s'il y a des profs qui sont ici, il y a des étapes où est-ce qu'on consulte quand même à la fois les étudiants, les diplômés, éventuellement les entreprises, mais on consulte également les professeurs quand même dans certaines étapes du processus. Okay? Alors, quelques résultats préliminaires de l'évaluation. Comme je dis, je passe ça rapidement. À la question de savoir c'est quoi la principale motivation pour suivre des études au troisième cycle. Vous voyez que ce sont souvent les mêmes étudiants qui ont posé la question, mais ils nous répondent de façon différente. Pour 24 des 62 enseignants au niveau universitaire, c'est quelque chose qui les intéresse. Okay? Développer un champ d'expertise spécifique. Voilà, un certain nombre de réponses qui nous ont fournies par rapport aux motivations et qui me réorienter, changer de carrière, enrichir ma culture personnelle. Bien, on voit là aussi des choses dont je discutais ce matin, mais comme je dis, posées dans un autre contexte. Alors, à la fois l'aspect universitaire, enseigner au niveau universitaire, contraste un peu par rapport aux résultats que je présentais, mais sinon, pour le reste, il peut y avoir un certain nombre de ressemblances. Les objectifs de formation souhaités aux doctorants en éducation. Alors, une série de construire et déployer leurs projets professionnels ou de carrière en recherche, identifier et valoriser des compétences spécialisées, identifier et valoriser leurs compétences génériques ou transversales. Alors, vous voyez dans ça qu'il y en a beaucoup de choses qui concernent des compétences que le programme n'offre pas nécessairement dans sa forme actuelle, et quand même avec un taux d'intérêt pour des objectifs de formation comme ceux-là. On est tout à fait d'accord, les plutôt en accord. On a les diplômés, on a les étudiants, puis vous voyez qu'on a quand même une grande majorité qui soutiennent un intérêt pour des compétences comme celle-là. Alors, vous voyez qu'à travers comme le processus d'évaluation, quand on pose les questions aux étudiants, aux diplômés, quand on les oriente sur des objectifs de formation, des compétences peut-être nouvelles à développer, bien déjà là, ils peuvent s'y reconnaître un peu plus facilement. Je disais ce matin, ils ont une méconnaissance des milieux hors universitaires, mais là, tranquillement, on fait une forme d'éducation, puis on voit qu'il y a comme quand même un intérêt assez marqué pour des compétences comme celle-là. Okay. La même affaire. Ici, ce sont plus des finalités de formation. Est-ce que le programme devrait être appelé à former des personnels des établissements d'enseignement supérieur, universités, collèges, ou devrait aussi former des gens dans des organismes variés d'éducation, former des acteurs sociaux préoccupés par l'éducation, de former des leaders dans les organisations préoccupés par l'éducation et la formation, ou de former des chercheurs œuvrant dans différents milieux hors académiques. Okay? Là aussi, il y a une forme d'éducation pour dire, bien, dans le fond, dans les finalités du programme, ça peut être autre chose que de former à la carrière professorale et par des finalités qui sont quand même reliées d'une certaine façon, là, mais qui élargissent le champ des possibilités. Alors, comme j'ai là aussi une autre façon de tranquillement sensibiliser les doctorants et les docteurs à d'autres formes, d'autres possibilités de carrière. Okay? Juste comme ça, à titre informatif, dans quel secteur se situe leur emploi? Il s'agit des diplômés. Alors, vous voyez, pour l'essentiel en éducation, mais commission scolaire, collège, université, école privée.
Sinon, pour le reste, c'est vraiment des grenailles qui sont réparties un peu partout. Les portées limites d'une évaluation de programme comme celle-là, comme je dis, c'est un moment charnière pour stimuler la réflexion sur les finalités professionnelles de nos programmes. La considération des milieux hors universitaires, ça semble rallier quand même, en tout cas, susciter un intérêt pour une portion non négligeable des étudiants et des diplômés, alors qu'on voit quand même qu'il y a peu de gens qui œuvrent actuellement dans ces milieux-là. Et comme je le soulignais également ce matin, c'est sûr qu'on se confronte également à une culture universitaire de recherche qui est très forte, bon, qui est pertinente, comme je dis, qui a toujours sa place, mais beaucoup de résistance au changement de tous les acteurs. Ici, on voit que les étudiants sont un peu plus sensibles. On voyait plus ce matin qu'il y a quand même moins de cet intérêt-là pour le fait de considérer le milieu hors universitaire. Et comme je dis, le problème de l'expertise pour ce qui est des finalités puis des actions qui vont mener vers une sensibilisation au milieu hors universitaire, c'est pas par nos propres ressources, en tout cas actuelles. Il va falloir comme intégrer d'autres personnes qui détiennent davantage cette expertise-là. Finalement, par rapport à QFA, par rapport à l'évaluation de programme, par rapport à ce genre d'initiative-là. Comme je dis, j'ai voulu illustrer seulement par ces deux projets-là qu'est-ce qui se fait dans notre milieu universitaire. Alors, des initiatives qui sont pertinentes, mais nécessairement à mieux coordonner autant avec les programmes, avec les profs, avec les étudiants et étudiantes. Ce sont des initiatives qui sont faites de façon un peu éparse, sans beaucoup de discussion entre les différentes instances. Impliquer davantage les entreprises, des organisations dans ces initiatives-là, autant de formation que d'évaluation. D'une valorisation institutionnelle auprès de tous les acteurs, que l'université prenne aussi un peu prenne l'initiative de favoriser cette sensibilisation-là, comme je dis, à la diversité des métiers possibles avec une formation doctorale. Comme je dis, au-delà des intentions, il y a pour l'instant peu d'actualisation. Ici, je parle vraiment dans le domaine de l'éducation. Puis nécessité vraiment de travailler, puis de différentes façons. Et c'est ce que permet, entre autres, subtilement peut-être, l'évaluation de programme, de changer peu à peu cette culture universitaire. Sur l'ensemble, conclusion peut-être sur l'ensemble de la journée, il y a des travaux qu'on a pu voir sur différents plans, plus macro, plus micro, sur le plan plus organisationnel, individuel. Pour ce qui est des actions, on voit qu'il y en a aussi sur le plan organisationnel, il y en a sur le plan individuel. J'ouvre la question à savoir maintenant sur le plan plus macro, plus social, est-ce qu'il y a des actions à faire? Est-ce qu'il y a une valorisation? Ou en tout cas, il y a quelque chose à faire, puis vous le soulignez un peu, M. Vulture aussi. Il y a quelque chose à faire socialement sur la question, la représentation, le sens qu'on va donner au doctorat. Alors voilà, la question est lancée.